Bonjour, bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en direct des FIC Talk. Voici la dernière conférence de la matinée. Et nous avons non pas un, mais 3 intervenants, voilà, représentant la société ADO. Jean-François Marquis, d'une part, Franck Dassonville, d'autre part, et Ryan Dehan. Tous les 3 vont nous proposer les 3 couches de cybersécurité d'une usine moderne, une usine numérique moderne. Messieurs, je vous laisse la place. Merci. Alors, nous sommes ADO, donc vous nous connaissez très certainement au travers de nos marques magasins, donc du Leroy Merlin, du Zodio, du Cabane ou du Bricoman. Nous sommes présents sur 3 verticales métiers. Le marché des professionnels de l'habitat, qui est plutôt centré sur la marque Bricoman, le marché des passionnés de cuisine autour d'Alice Délices et de Zodio, et le marché des habitants qui ont des projets autour de Leroy Merlin, de Weldom, de Cabane, Brico Center, etc. Nous sommes présents partout sur la planète, du Brésil jusqu'à la Russie, avec un cœur et un centre névralgique autour de l'Europe. Donc, le groupe ADO, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 150 000 collaborateurs, donc ce qui fait un scope quand même assez large. Donc, vos 3 interlocuteurs qui vont présenter 3 sujets différents. Donc, le premier, on va commencer avec la rationalisation de la sécurité du cloud. Ensuite, on prend un petit focus sur le mindset DevSecOps pour finir par l'adaptation du SOC. Donc, premier sujet que je vais avoir l'honneur de traiter avec vous, c'est comment on a réussi à construire notre futur dans le cloud en tirant parti des erreurs de notre passé. Donc on avait des data centers chez ADO, comme un petit peu tout le monde. Et quand on a commencé notre journée vers le cloud, on s'est dit qu'on voulait éviter les pain points qu'on avait dans les data centers et qu'on voulait aller sur quelque chose de stable, module et de passage à l'échelle. Donc qu'est-ce qu'on avait comme première difficulté? L'inventaire ou la CMDB. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît bien et on ne gère bien que ce qu'on mesure et que ce qu'on connaît. S'il y a une machine dans un coin qui n'est pas identifiée, vous pouvez être sûr que le jour où vous en avez besoin, vous ne savez pas où la trouver, vous ne savez pas où elle est, vous ne savez pas comment la bloquer. Donc, comme on avait cette difficulté au niveau de nos data centers, on s'est dit dans le cloud, on ne veut plus reproduire ça. Donc, on a construit un module d'inventaire qui nous permet d'avoir l'exhaustivité de tout ce qu'on a dans le cloud à un instant T et de l'historiser. Donc on historise tout pendant 5 ans et on a la configuration détaillée de chaque objet, ce qui permet de faire des statistiques pour savoir combien on a de machines qui évoluent, quelles sont les configurations des machines, ou quand on a une analyse d'impact à faire suite à une vulnérabilité, de savoir quelles sont les machines ou quels sont les objets qui sont impactés par cette vulnérabilité. En quelques chiffres, 167 stables, 27 milliards de lignes dans l'inventaire, 178 gigas de données. Donc ça fait des choses, c'est possible grâce au cloud et avec le cloud. La deuxième difficulté, c'est qu'on voulait être capable d'identifier qui faisait quoi, à quel moment et où. Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas bien dans les data centers. On s'est dit, on ne veut plus jamais reproduire ça, on veut reproduire l'activité pour tracer, pour être capable de débugger. Parce que les journaux de sécurité, ce n'est pas un élément que de sécurité, ça permet aussi de comprendre un mode de fonctionnement applicatif, un mode de fonctionnement utilisateur, de détecter des choses anormales et de prendre des plans d'action pour y remédier. Donc on a construit un modèle qui nous permet de prendre toute la accountability de notre système cloud. Donc on stocke tout ça dans des énormes bases. On historique toutes les logs pendant 90 jours et on fait une séparation par propriétaire de la donnée, à savoir nos 25 BU. On a 25 bases qui centralisent nos informations. Donc ça nous permet de découvrir les erreurs, bien sûr, donc de faire de l'amélioration continue. Ça permet de découvrir les problèmes de performance, les problèmes de sécurité aussi. Quand on recherche dans toutes ces bases-là, on finit forcément par trouver des choses. Parce que tant qu'on ne regarde pas, on ne trouve rien. Quand on regarde un petit peu finement, on trouve forcément des choses. De regarder les comportements utilisateurs, les attaques et les activités suspectes. 11 pétas de données, 25 bases, ça fait quelque chose d'assez monstrueux. Mais encore une fois, c'est indispensable à l'ère d'aujourd'hui. On ne peut plus faire ça. Dernière difficulté, c'est qu'on voulait avoir une vision de la compliance de nos systèmes par rapport à la politique de sécurité de l'entreprise. On a une politique de sécurité qui définit l'état de l'art à atteindre. Quand on connaît la volatilité du cloud avec des milliers d'objets qui bougent tous les jours, on voit bien qu'on ne peut pas le faire à la main. Donc on a dû développer quelque chose qui le fasse à l'échelle et qui nous permette en temps réel de suivre ce qui se passe sur la compliance. Parce que la compliance, ce n'est pas un effort qu'on fait à une seule fois, c'est un effort qu'on fait continuellement pour évaluer notre état de l'art par rapport à la cible. Donc notre réponse, c'est un module d'analyse en temps réel qui permet de regarder chaque objet GCP qui est créé, modifié, effacé pour évaluer la configuration qu'il va avoir par rapport aux règles de sécurité. Donc on a aujourd'hui 11 types de contrôles
qui vont de la sécurité des bases de données. Est-ce que la base de données est publique? Est-ce qu'elle a les bons flags de CT pour ne pas stocker des informations confidentielles dans les logs? Est-ce qu'elle n'est pas exposée sur Internet, etc., etc. On a des contrôles sur la gestion des identités. Est-ce qu'on a bien des identités qui sont référencées dans notre système d'identité? Est-ce qu'on n'a pas ouvert au public, etc., etc. Donc, en quelques chiffres, l'année dernière, on a fait 3 milliards de contrôles en temps réel sur notre organisation. 3 milliards. On en fait 79 en temps réel et on protège 977 produits de l'entreprise absolument en permanence. Donc chaque personne est capable d'avoir la compliance de son projet, de son application, de son produit par rapport à la politique de sécurité de l'entreprise et donc de réagir en temps réel. Notre SLO, c'est 99,99% des données analysées en moins d'une minute. Voilà. Donc, en résumé, MDAL, c'est un système de monitoring qui permet de garantir l'état de sécurité des infrastructures cloud. Il est opérable à l'échelle. Hein. On monte à 4500 contrôles par seconde sans problème et on peut doubler ou faire x10, ça pose aucun souci. Et c'est un système qu'on a mis en open source. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus pour consommer, contribuer ou pour même en discuter. Donc je n'ai pas le temps d'en parler en 5 minutes, mais n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Vous avez tous nos contacts à la fin sur le slide. Je passe la main à Franck. Merci Jean-François. Alors maintenant, je vais vous parler d'une deuxième couche. On est plus sur une partie mindset, état d'esprit. Comment on travaille la sécurité dans un état d'esprit développeur qui, par nature, n'a pas envie de faire de la sécurité, il a envie de faire du développement, il a envie de produire du business. Dans une structure à l'échelle, Jean-François en a parlé, on est à 30 000 repositories GitHub actifs. Ça pose un volume. Voilà. Donc, ADO est en DevOps. On a du cycle. Les modèles en V, on ne sait pas bien faire. Donc, des cycles courts, on les connaît tous. On commence par planifier, on code, on build et après on recommence. Un peu de sec là-dedans pour faire du DevSecOps. En 2023, les développeurs veulent être des maîtres artisans de la qualité et cherchent du challenge. Alors, travailler pour une boîte de bricolage, est-ce qu'il est là le challenge? D'abord, est-ce qu'on est DevOps? Ben oui, on veut être rapide, on veut être fiable, de la qualité, de la collaboration, de l'automatisation. Sortie d'école, on apprend la théorie, c'est bien. Et la pratique, est-ce que ça existe réellement? Alors, pour donner un peu le challenge, 3500 produits digitaux actifs dans toute l'entreprise. 30 000 repositories, je l'ai déjà dit. 4800 committeurs actifs. Donc on n'est plus dans la petite SI. On a déjà, rien que les développeurs, 4800 personnes. Les pull requests, ça parle aux développeurs, 160 000 par mois. On commence à avoir du volume, ça bouge. Plus de 3000 déploiements par jour, dont 300 en production, même le vendredi. Du coup, le samedi, le dimanche aussi. Donc, comment sécuriser tout ce flux sans le ralentir? Parce que le business veut que ça aille vite, la sécurité veut que ça soit sécurisé. Et donc, comment ralentir pour ne pas être contre le business, mais avoir le business dans notre camp? Donc, voilà, on a deux alternatives extrêmes. Ne rien faire, croiser les doigts, la bonne étoile, la chance. Il y en a qui ont essayé. Ou alors la surveillance totale. Donc surveillance totale, 4800 développeurs, committeurs actifs. Il faudrait qu'on ait une personne pour les surveiller, tous les 10 développeurs. Ça fait une équipe de sécurité, rien que sur le DevOps, de 483. Notre ciseau a plein d'énergie, mais 483 personnes, rien que sur le DevSec, je ne pense pas pouvoir négocier avec lui. Donc il va falloir trouver autre chose. Reste l'alternative DevSecOps. Donc l'esprit DevSecOps, on ne peut pas le porter seul. Ce n'est pas un travail de cybersécurité. Chaque développeur, on doit les insérer dans cet état d'esprit à chaque instant. Donc accompagner le torrent de build, on parle bien de 3000 déploiements par jour
Donc on ne parle plus de rivière, on ne parle plus de flux, mais bien de torrent. Et donc la CI/CD doit être au cœur de la sécurité et pas l'inverse. Donc on a 4 grands pans. Le premier, connais-toi toi-même. Jean-François en a déjà parlé, on ne peut pas corriger ce qu'on ne connaît pas. Il faut tout inventorier, et on ne peut pas avoir 25 feuilles Excel pour gérer les produits. On doit centraliser des référentiels à jour et mis à jour chaque jour pour chaque environnement, pour chaque repository. On parle de la data. Le deuxième, créer une cyberculture de l'information, du challenge interne, des hackathons, Dev Summit, du peer review. Oui, ça existe en vrai. C'est pas seulement à l'école. Du pair programming, oui, ça existe en vrai également, et pas seulement dans les startups. Une startup de 4800 committeurs, c'est une belle startup déjà. On scanne, et il veut Word, oui, on scanne tout. Le code, le build, l'infra, et en live également. Tant qu'on ne scanne pas, on ne sait pas ce qu'il y a à corriger. On peut, comme proposait Jean-François aussi, fermer les yeux, et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc on cherche, et on corrige derrière. Et ensuite, malgré tout, on teste et on contrôle. On peut faire confiance, mais on contrôle encore derrière. Donc les pen tests, les bug bounty, l'observation des attaques déjà contrées en CTI et autres. Donc voilà. Le DevSecOps, ça se vit tous les jours, mais au niveau projet. Ce n'est pas une activité cybersécurité. Alors, dans cette troisième partie, on va plutôt vous parler du SOC, du coup, d'ADO, SOC interne, qui monitore à la fois toutes les BU en même temps, en fait. Donc, on gère en même temps la détection et les réponses à incidents de sécurité pour toutes les BU, sous forme de cycle, comme on peut voir à côté, avec en même temps la prise en compte de la threat intelligence, l'ingénierie de nouveaux contrôles de manière continue, et tout en étant en mesure de répondre efficacement. Mais évidemment, la détection et la réponse, c'est une chose, mais il faut être capable de voir plus loin ensuite pour vraiment avoir quelque chose d'efficace. Donc aujourd'hui, initialement, on parle de contrôle SIEM principalement, donc d'Active Directory, DNS, Proxy, Firewall, et de contrôle métier pour en plus prendre en compte les besoins des clients, parce qu'on parle de retail, donc forcément des besoins particuliers avec des besoins applicatifs à monitorer qui sont pas la même chose dans d'autres domaines. On a aussi d'autres contrôles IPS, CTI et sur le DR. Là, tout ça, c'est simplement la centralisation, puisqu'on a un grand nombre de BU. Donc évidemment, la détection, si on ne la centralise pas, c'est compliqué à manager. Ensuite, on a des contrôles variés avec les contrôles métiers notamment, et ce qui nous permet d'obtenir une cyber-résilience cross-BU qui n'est pas négligeable. Alors, il faut garder en tête pour avoir une amélioration efficace, gardez en tête le Purple Mindset. Donc, on peut le décomposer en 3 grandes parties, analyser, comprendre et ensuite protéger. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça correspond, le Purple, il se situe entre le Red et le Blue. Donc, Red, c'est la sécurité offensive, Blue, défensive, donc qui va implémenter les contrôles. Et la Purple Team, du coup, s'occupe d'améliorer le coverage de détection de manière générale, cross-BU, du coup. Donc, une fois ça pris en compte, dans les grandes lignes, analyser la posture de protection, couverture donc de la détection avec MitraTac, la veille également sur les menaces émergentes et du threat hunt approfondi, sans prendre en compte pour l'instant les défenses évasion. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important. On va voir par la suite pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui. Ensuite, c'est comprendre l'attaquant, donc avec l'étude de proof of concept des threats émergents. Donc ça peut être des nouvelles CVE qui sortent, donc être en mesure de les analyser. Réfléchir out of the box, donc pas uniquement se baser sur ce qu'on sait, mais aller voir plus loin pour proposer des pen tests pertinents, et être en mesure de se mettre dans la tête de l'attaquant pour passer sous les radars. Et donc pour finir, protéger en conséquence avec les lessons learned, adapter les contrôles, les use cases de manière plus générale s'il faut en implémenter pour préparer la réponse par la suite. Alors pourquoi on a besoin de prendre en compte ces techniques d'évasion? Ici, je vous ai repris dans les grandes lignes, on n'aura pas le temps en 5 minutes de tout rentrer dans les détails. Mais on a 10 grandes catégories ici déjà, donc pour se rendre compte un peu
de la volumétrie de techniques d'évasion qui peut exister. Donc là, en rentrant plus dans le détail, on a 7 techniques principales d'évasion utilisées aujourd'hui par les attaquants. Donc ça passe par le process following, par exemple, ce qui est remplacé du code qui est légitime par du code malveillant pour passer sous les radars. Ça passe par du fileless malware qui est souvent pris en compte par le DR, mais aussi les lolbeans, le network tunneling, etc. Donc pourquoi c'est important de prendre ça en compte? Parce qu'ensuite on a les menaces aujourd'hui qui évidemment s'en servent, notamment Quackbot, que certainement beaucoup de personnes ont déjà entendu parler, Blackbasta également, Avast Locker, mais aussi d'autres threats un peu moins connus comme Schleyer pour les malwares macOS, également Rocker et Trickbot, mais aussi pour le cloud avec des techniques de coin stomping, c'est du cryptojacking, etc. Donc ça c'est important à prendre en compte dans la détection aujourd'hui. Alors comment le prendre en compte? Simplement en amélioration de détection, en créant de nouveaux use cases complets. Ou alors des contrôles si on a déjà des use cases qui sont déjà existants. Donc par exemple des contrôles sur le tunneling, par exemple du DNS tunneling, ça peut passer par des choses comme ça. En onboardant de nouveaux logs réseau, par exemple, s'il nous manque des éléments. En monitorant aussi les processus suspects et tout input en vérité qui serait intéressant à apporter de la valeur ajoutée sur les contrôles. Et aussi le déploiement de l'IRA rule, par exemple, pour gagner en réactivité. Il faut quand même être vigilant sur ça, mais ça nous permet de gagner quand même pas mal en réactivité. Et pour finir, du threat hunt approfondi, une fois qu'on a connaissance de plus en détail des techniques pour passer sous le radar. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.